C'est l'histoire d'un film qui ne devait pas être fait, d'images qui ne devaient pas être vues. C'est aussi l'histoire d'un voyage. Un an auparavant, mon monde intérieur s'effondrait. Un fragile équilibre s'était rompu en moi. C'était l'accumulation de tout un tas de choses, certaines graves, d'autres moins, dont je ne ferai pas l'inventaire, par pudeur et par douleur. Le fait est que je m'étais perdu en moi-même. Il m'arrivait de me réveiller et de ne plus savoir qui j'étais. J'avais perdu le contrôle de ma vie, comme si je n'en étais plus le protagoniste principal. Alors je suis parti, moi qui n'ai pas l'habitude de partir, de voyager. Je suis parti loin, le plus loin possible, dans l'endroit le plus isolé, reclus, que je pouvais trouver. Je cherchais un peu de silence. C'était par hasard que j'avais trouvé, quelque temps avant cela, l'île de Florès, l'île aux fleurs, en me baladant sur une carte du monde. Madame, monsieur, bienvenue aux Açores. Il est 9h en heure locale, 20 degrés à l'aéroport. C'était dans les Açores, un endroit que je connaissais de nom, mais que je ne savais pas situer. J'imaginais une énième destination touristique exotique. Pourtant, à 200 km à l'ouest du principal archipel des Açores, une toute petite île se trouvait là, au milieu de l'Atlantique, au milieu de nulle part, un bout de terre plus petit que Paris, où vivaient moins de 3500 habitants. J'avais décidé que ce serait mon paradis perdu. Pour l'atteindre, il fallait que je fasse une escale dans l'une des îles de l'archipel principal, à São Miguel, pour embarquer à bord d'un petit avion à hélice. Paradoxalement, moi qui étais féru d'aviation depuis toujours, je n'étais jamais monté à bord d'un avion à hélice, un souhait enfantin qui se réalisait, l'air de rien, sans même l'avoir cherché. Mais surtout, je réalisais que je ne savais pas vraiment où j'allais. Je ne m'étais pas beaucoup renseigné, j'avais juste vu quelques photos et pris des billets sur un coup de tête. C'était une île portugaise qui souffrait de sa distance avec le reste des Açores, de son isolement, justement. Du hublot, en voyant l'île se rapprocher, je crois que je n'avais jamais vu une piste d'atterrissage aussi courte. Juste avant, des rochers et la mer. Juste après, des rochers et la mer. Il y avait beaucoup de vent et un atterrissage secoué s'annonçait. À l'approche de l'île, je repensais à un des livres qui avait marqué mon adolescence, Robinson Crusoe. J'en ai relu un passage et j'avais oublié que l'essentiel du roman était construit comme un journal. 30 septembre 1659. Moi, pauvre misérable Robinson Crusoe, après avoir fait naufrage au large durant une horrible tempête, tout l'équipage étant noyé, moi-même étant à demi-mort, j'abordais cette île infortunée que je nommais l'île du désespoir. Je m'étais toujours senti comme connecté à ce classique de la littérature d'aventure, car le jour où Robinson quittait son île était celui de mon anniversaire, un 19 décembre, et le hasard faisait que je découvrais Florès fin septembre, à quelques jours près, en même temps que Robinson s'échouait sur son île. Enfin, j'étais arrivé dans ce bout de monde, le point le plus occidental de l'Europe dans l'Atlantique, le milieu de nulle part. J'ai vu mon propre avion repartir et m'abandonner à la découverte de l'île, l'isolement, enfin, et son silence. Lorsque j'envoyais des photos à des amis qui me demandaient « T'es où ?», je répondais « Ici », avec cette capture d'écran de mon téléphone. C'était plus facile pour comprendre, au milieu de nulle part. Et car j'étais sur une petite île au milieu de nulle part,
jamais ou presque je ne perdais de vue l'océan. Il était partout, dans tous les paysages, dans toutes ses nuances de bleu. Puis, avec l'océan, il y avait l'eau en elle-même, son bruit, omniprésent lui aussi, et sa puissance, portée par les vents océaniques. Le silence de l'île n'était en réalité qu'une illusion, il y avait toujours au moins le bruit du vent ou de l'eau. Au loin, une île encore plus petite, mystérieuse, était la seule chose ponctuant l'horizon. Ailleurs, on pouvait se croire parfois en Bretagne, quand quelques vestiges venaient rappeler le passé de l'île, jadis port de baleiniers. On aurait pu penser que c'est à l'intérieur de l'église de la petite ville de Santa Cruz que c'est là où se trouverait le silence. Finalement pas tout à fait, car on y diffusait continuellement des chants religieux. Et dehors, le vent soufflait si fort que les nuages passaient au-dessus à toute vitesse, leur ombre parcourant les montagnes, comme si l'image était accélérée. En moins d'une minute, il se mettait à pleuvoir et l'horizon océanique disparaissait. Il pleuvait plusieurs fois par jour, mais de toute façon tout le monde s'y était habitué, même les chats que parfois j'ai croisés se baladant sous des cordes. Ce qui se rapprochait le plus du silence arrivait peut-être la nuit. Quoique, la moindre activité nocturne se repérait d'autant plus facilement dans cette ville déjà calme le jour. D'ailleurs, il n'y avait pas vraiment de touristes, seulement quelques dizaines de randonneurs répartis sur l'île. La compagnie des habitants était alors la bienvenue. Puis il y avait le bruit des grillons et celui de la mer, toujours. Avec la tentative de perdre de vue l'océan, je me suis enfoncé dans les terres de l'île, embarquant sur ces routes mouillées et sinueuses, que les chauffeurs de bus semblaient savoir parcourir pied au plancher et les yeux bandés. Et puis il y avait aussi le fantasme, un brin cliché, de perdre peu à peu la civilisation de vue. S'éloigner encore, s'éloigner davantage, au sein de cet éloignement. Enfin, se retrouver seul, vraiment seul dans les entrailles de l'île et avec ses merveilles. Les voir de près, s'enfoncer encore, et les apercevoir de plus loin, puis s'enfoncer de nouveau et se perdre dans cette luxuriance qui convoquait les films de Werner Herzog. Je me sentais peut-être comme dans Fitzcarraldo, avec ce Klaus Kinski timbré qui veut faire passer un bateau de l'autre côté d'une montagne, au milieu d'une jungle perdue. Alors moi aussi je continuais à m'enfoncer. Je distinguais de moins en moins le relief, perdant mes repères jusqu'à m'aplatir devant un mur de végétation. Et je finis par être, moi aussi, perdu. Ou plutôt bloqué, emprisonné par la densité de la nature. Moi qui voulais de la solitude, je crois que seul je ne l'avais jamais autant été. Ce jour-là, il me fallut 8 heures pour retrouver une route, et surtout progresser dans cette végétation, soudainement devenue labyrinthique. J'avais eu 1000 occasions de faire demi-tour plus tôt, à croire que je m'étais perdu volontairement. Plus tard, en entendant le couler non loin, je repensais aussi à un autre film de Herzog, Les ailes de l'espoir, ce documentaire qui raconte le parcours en Amazonie, 12 jours durant, de la seule survivante des 92 passagers d'un crash aérien, son père,
Un habitué de la jungle lui avait appris que si elle se perdait, il fallait suivre un cours d'eau, car un petit emmenait un plus grand à une rivière, et une rivière à un fleuve, où la rescapée serait susceptible de croiser la civilisation. Sur Flores, il n'y avait pas de fleuve, mais l'eau coulait partout. On pouvait la suivre pour retrouver des traces de la civilisation, ou au contraire, remonter le courant pour en trouver sa source, et tomber sur le cœur de Flores, la Cascata Ribeira do Ferreiro. Là, il n'y avait plus rien à dire, ni à penser. Le silence intérieur s'imposait de lui-même devant cette sorte de temple aux colonnes faites d'eau et de plantes. C'était un endroit magique et puissant qu'il était dur de quitter. Et en même temps, voir sa beauté de loin, prendre du recul, était l'occasion d'apercevoir d'autres merveilles que je n'avais pas pu voir de près. Et Flores avait encore d'autres trésors à offrir dans l'intérieur de son corps, comme ces 2 cratères, devenus des lacs dont la profondeur différente altérait la teinte, ou celui-ci, aux abords curieusement jaunes. Enfin, je retrouvais l'océan sur la côte ouest de l'île. Et là, j'ai ressenti un étrange vertige. Les gens qui habitaient cette petite ville, Fajadinha, et une autre un peu plus au nord, Fajagrande, vivaient littéralement au bout du monde. C'étaient les points les plus occidentaux de l'Europe. Devant eux, le grand abysse océanique. Pas un bout de terre jusqu'au Nouveau Monde. Il fallait 2500 km pour atteindre les côtes de la Nouvelle-Écosse et 3500 pour accoster à New York. Alors j'ai regardé le dernier coucher de soleil de l'Occident. Mais Flores n'avait pas livré tous ses secrets, et il restait encore au moins un endroit à visiter. Cette île, appelée Corvo, l'île du Corbeau, en français, que l'on pouvait apercevoir de loin. Elle paraissait tellement petite, échouée là, comme un roc au milieu de l'Atlantique, que l'on pouvait imaginer que c'était l'île de King Kong ou celle du docteur Moreau. Bref, un endroit de tous les fantasmes. En chemin, des dauphins se sont montrés, et je me suis rendu compte que je n'en avais jamais vu, je crois, en liberté. Plus on se rapprochait de Corvo, et plus la mer était agitée, confirmant sans doute la piste de l'île mystérieuse et interdite. Pourtant, à l'intérieur de ce qui allait se révéler être un gigantesque cratère, se trouvait sans doute l'endroit le plus calme et le plus paisible du monde. On aurait cru que l'Irlande avait rencontré la Nouvelle-Zélande, dans ce coin peuplé uniquement de vaches, où l'unique touffe d'arbres se retrouvait curieusement isolée sur une île dans l'île. Ces murailles naturelles n'abritaient donc pas King Kong, mais un simple havre de paix, qui il y a 3000 ans était un gigantesque volcan. Moins de 500 habitants demeuraient sur l'île en elle-même, avec vue sur Flores, d'où je venais. Bientôt, il faudrait quitter cet endroit et revenir, justement, sur Flores. Revenir tout court, d'ailleurs, revenir en France. J'étais mélancolique, bien sûr je voulais rester, j'avais filmé autant que possible, moi qui n'avais rien tourné depuis longtemps, sans vraiment savoir ce que j'allais faire de ces images. Tout le long du retour, je me suis posé la question sans trouver de réponse car mon esprit embrumé était encore là-bas. À peine rentré en France, je retrouvais immédiatement les choses que j'avais fuies. Je voulais aussitôt repartir, mais bien sûr je ne pouvais pas. Je reperdais, encore, le contrôle de ma vie. J'avais quelques souvenirs auxquels me rattacher, dont cette simple carte touristique que j'avais encadrée, posée à côté de mon ordinateur, et que je regardais de temps à autre, un peu comme la carte postale de la petite île rêvée par Jamie Foxx dans son taxi, dans le film Collatéral. En revoyant le nom des endroits,
Je la revisitais du regard. Immédiatement, et un peu naïvement, je tentais de retourner sur mon île par le biais du virtuel, sur un simulateur aérien. J'avais fait en sorte que tout soit identique, même trajet, même compagnie aérienne, quasiment le même avion. J'ai refait ce vol jusqu'à la découverte de Flores, avec l'atterrissage périlleux. $200, 100, 50, 40, 30, 20, 10. Puis j'ai survolé quelques lieux qui désormais m'apparaissaient familiers, aperçus d'un angle différent. C'était une expérience étrange où l'immatériel du souvenir se mêlait à l'immatériel du virtuel. C'est ici, par exemple, que je me suis perdu. Au terme de ce voyage immobile, je repensais aux centaines de photos que j'avais prises. Et aussi à toutes ces vidéos tournées que je regardais parfois un peu au hasard. Alors je me suis mise à les monter, non pas tel que mon voyage s'est réellement passé, mais tel que je l'avais vécu intérieurement. Je pensais faire un simple journal de voyage, et finalement, cela s'est transformé en autre chose. Un montage, et puis un autre, un voyage à refaire par l'image. Et soudain, assemblant des plans, je me suis senti comme un peu revenir, en espérant, cette fois-ci, ne plus jamais avoir à partir. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau.